Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Morad Azouzi, je suis développeur Android chez Le Bon Coin. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup parler d'animation, et notamment on va voir comment implémenter une collapsing toolbar en Compose. Vous allez voir, l'exercice est super intéressant, mais surtout ça va me permettre de vous introduire un concept qui est l'interpolation linéaire. Petit disclaimer, la collapsing toolbar n'est pas la finalité de cette présentation, d'accord? C'est juste l'excuse que j'ai trouvée pour vous introduire le concept. Également, on va s'affranchir totalement de toute librairie, d'accord? Donc on ne va pas parler de motion layout ici, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, on va voir ce que le framework Android nous met à notre disposition pour builder ce genre d'animation. Et enfin, il va y avoir un peu de mathématiques. Donc j'espère que vous êtes en forme, c'est parti. Donc premièrement, je vais vous présenter le projet, donc qu'est-ce qu'on essaye de construire aujourd'hui. Ensuite, on va poser les fondations ensemble. On va passer à l'implémentation des animations. Je vais vous présenter le concept d'interpolation linéaire et on va voir comment il fonctionne en Compose. Et enfin, on fera un quick focus sur les performances en s'appuyant notamment sur Layout Inspector. Donc ça, c'est l'animation en question. Ok? Ouais, ça lag, en vrai, ça lag pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, on va essayer de décomposer tout ça. Alors premièrement, on voit que le header, donc le header c'est l'image, va translater sur l'axe Y en utilisant un effet parallaxe. Donc on va redéfinir ce que c'est un effet parallaxe. On voit également que le header s'estompe à mesure qu'on le scrolle vers le haut. On va également afficher la toolbar à partir d'un certain seuil, avec un fondu. On voit le titre qui va translater sur l'axe X et Y en utilisant une courbe de Bézier quadratique, donc on va revenir sur cette notion. Et enfin, on voit également le titre scalé à mesure que l'on scrolle vers le haut. D'accord ? Et donc si on regarde en détail cette animation, on remarque plusieurs choses. Et notamment, on remarque que le texte, ici, il va chevaucher le header, mais il va également scroller en dessous de la toolbar. Okay ? Et donc si on illustre tout ça, en effet, tout en bas de la pile, je vais avoir mon header. Okay ? Par-dessus, je vais avoir ce que j'appelle le body, donc le corps de mon écran. Ici, ça sera du texte. Par-dessus encore, je vais retrouver ma toolbar. Et enfin, tout en haut de la pile, je vais retrouver mon titre. Et donc tout ça, ça va me permettre de construire les deux états de ma collapsing toolbar. Ce qui nous amène à notre premier composable, d'accord, qui est ni plus ni moins qu'une box. Donc je rappelle qu'une box, elle se comporte comme un frame layout, dans le sens où le dernier enfin composable est forcément placé au-dessus du précédent. Donc ici, le title est au-dessus de la toolbar, le toolbar au-dessus du body, le body au-dessus du header. D'accord ? Donc sans plus attendre, je vous propose de passer à l'implémentation de ces composables, qui sont super simples, vous allez voir, et on s'intéressera aux animations dans un deuxième temps. On va commencer par le header. Le header, c'est quoi ? C'est tout simplement une image. D'accord ? Ici, on le wrap avec une box, ça va nous permettre de l'animer dans un deuxième temps. Pour l'instant, n'y prenez pas attention, retenez simplement que le header, c'est une image. Par-dessus, on avait dit quoi ? On avait dit qu'on avait le composable body. Souvenez-vous, on avait dit que le body allait chevaucher le header. Okay ? Pour autant, je ne veux surtout pas, dans cette partie-là, je ne veux surtout pas cacher l'image du header. Alors comment je fais ça ? Je vais tout simplement utiliser un spacer qui est transparent par défaut et qui aura la hauteur de mon header. Et juste en dessous, je vais rajouter mon texte. J'aurais pu très bien également utiliser un padding top et mettre mon texte en dessous. Okay ? On va rendre ce composable body scrollable dès maintenant. Donc je vais faire un remember scroll state, je vais le passer en paramètre de mon body et je vais l'affecter au modifier vertical scroll. C'est ce qui va me donner cet effet ici où on va voir que ça va scroller tout en chevauchant le header. On passe à la toolbar. La toolbar, c'est tout simplement une top-up bar. Donc encore une fois, zéro complexité ici. On remarquera simplement que le title est vide. Rappelez-vous, on avait dit que le title était un écran à part entière. Et justement, le title, on vient tout juste de l'évoquer, c'est tout simplement un texte. Okay ? Pour l'instant, on se fiche de sa position. D'accord ? Ça veut dire qu'il va être ferré tout en haut à gauche de l'écran, à l'origine. Et vous allez comprendre plus tard, ça va nous aider à l'animer dans un deuxième temps. Et donc si on récapitule, on obtient ça. Bon, je suis d'accord avec vous, ça ne ressemble pas à grand-chose pour le moment, mais faites-moi confiance, on a fait 50% du travail. Okay ? Pourquoi ? Parce que la structure qu'on a utilisée, notamment avec l'utilisation de box, va grandement nous faciliter la vie pour faire nos animations. Et en parlant d'animation, on va tout de suite commencer avec l'effet parallaxe. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. D'accord ? Ça, c'est l'effet parallaxe. Donc pour rappel, l'effet parallaxe, c'est lorsque vous avez une vue en arrière-plan qui va défiler moins vite que le reste de l'écran. Donc c'est exactement ce qu'on a sur la droite. Alors comment on fait ça ?
on va utiliser le modifier Graphic Layer. Donc Graphic Layer, c'est un modifier qui va nous permettre d'effectuer des effets sur son contenu. Pour faire simple, dès lors qu'il s'agira de translation, de rotation, de scaling, d'opacité, etc., Graphic Layer sera notre meilleur ami. Et donc d'un point de vue code, à quoi ça ressemble? On va utiliser ce modifier Graphic Layer, et ensuite on va lui affecter le scroll offset, donc le scroll.value, à la propriété translation Y. Je lui donne une valeur négative à mon scroll offset parce que je veux que mon header translate vers le haut. Et ensuite, je divise le scroll offset par 2. Pourquoi? Rappelez-vous de la définition, l'effet parallaxe, on avait dit que c'était une vue en arrière-plan qui défile moins vite que le reste de l'écran. Donc là, par exemple, si mon body, donc mon texte, va scroller de 20 pixels, mon header, lui, va seulement scroller de 10 pixels. Okay, et c'est comme ça qu'on obtient l'effet parallaxe. Vous avez vu, l'effet parallaxe, c'est super simple, on compose ces 3 lignes de code. On va s'intéresser maintenant à l'animation fade out. Okay, donc on voit le header qui s'estompe à mesure qu'on scrolle. On jette un petit coup d'œil au spec, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une valeur alpha, donc qui nous permet de contrôler l'opacité, qui va dépendre du scroll offset. Lorsque je vais lancer l'application, je vais être dans l'état expanded de ma collapsing toolbar. Je n'ai pas scrollé, donc mon scroll offset est à 0, et j'ai une valeur alpha qui est égale à 1, parce que je veux que mon header soit visible à 100%. Ça me permet de trouver mon premier point A, qui est 0 pour 0 scroll offset, et 1 pour la valeur de alpha. Si je commence à rétracter la toolbar, dans ce cas-là, je suis dans l'état collapsed, et on voit que le scroll offset aura parcouru la distance de la hauteur du header, et quand il aura parcouru cette distance, la valeur de alpha sera égale à 0. Donc je rends mon header complètement invisible. Ce qui donne mon deuxième point, B. Et donc si on résume, on a nos 2 points, on sait que la valeur de alpha va dépendre du scroll offset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser à modéliser cette animation en utilisant une fonction affine. Donc on va tous prendre une feuille de brouillon et un crayon. On va rappeler nos 2 points qu'on vient tout juste de trouver. Une fonction affine, pour rappel, c'est une fonction de type ax plus b. Ici, le alpha dépend du scroll offset, donc x est égal à scroll offset. D'accord? Donc c'est f de scroll offset. On se rappelle du programme de troisième. Comment on trouve le coefficient directeur? C'est yb moins ya sur xb moins xa. Je ne fais que remplacer les coordonnées, je trouve moins 1 sur la hauteur du header. L'ordonnée à l'origine, c'est f de 0, et je trouve 1. Pourquoi? Regardez le point A, c'est justement f de 0. D'accord? Donc si je ne scrolle pas, ma valeur de alpha est 1. J'ai trouvé A et B, et là je suis super content, parce que je viens de modéliser mon animation grâce à cette fonction affine. Et il ne me reste plus qu'à appliquer cette équation à la propriété alpha du graphic layer. C'est copier-coller, c'est exactement la même équation. Donc ici, pour modéliser cette animation, on a vu qu'on a utilisé les fonctions affines. D'accord? On a dû faire quelques calculs. Restez bien avec moi, dans la deuxième partie de cette présentation, je vais vous introduire un concept qui va nous faciliter encore plus les calculs. On va passer à l'animation de la toolbar. Donc on voit que la toolbar elle apparaît à partir d'un certain seuil. On jette encore un petit coup d'œil au spec, et qu'est-ce qu'on voit? On nous rappelle la hauteur du header, qui est de 275 dp, la hauteur de la toolbar, qui est de 56 dp, donc ça, faites-moi confiance, c'est les specs Material Design. Et on voit une petite flèche jaune en pointillé qui nous dit, à partir de ce seuil, il faut enclencher l'apparition de la toolbar. Okay? Donc la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la distance que doit parcourir mon scroll pour atteindre ce seuil? Cette distance, c'est tout simplement celle-ci. On est d'accord, c'est ce offset-là. Et comment j'obtiens cette distance? On voit clairement que c'est la hauteur de mon header moins la hauteur de ma toolbar. Et c'est comme ça que j'arrive à ce seuil, d'accord, qui est le bord inférieur de ma toolbar. Du coup, je vais déclarer un state qui sera la distance à parcourir pour atteindre ce seuil, donc on vient tout juste de le voir, la hauteur du header moins la hauteur de la toolbar. Je vais déclarer un deuxième state, cette fois-ci, je vais dire si le scroll offset est supérieur à ce seuil, dans ce cas-là, show toolbar sera égal à true. S'il est inférieur à ce seuil, dans ce cas-là, show toolbar est égal à false. D'accord? Ici, on utilise derived state of, qui est super important, on va reparler sur la partie dans les performances. Et enfin, pour animer la toolbar, je vais utiliser une API qui est exposée par Compose, qui s'appelle Animated Visibility, d'accord, et qui va contrôler l'apparition et la disparition de son contenu. Donc nous, rappelez-vous, la toolbar, on avait dit que c'était une top-up bar. La top bar, on l'encapsule avec Animated Visibility. Et on contrôle l'apparition-disparition grâce aux paramètres visible que vous voyez là. Bien sûr, Animated Visibility, vous pouvez également customiser les animations. Donc moi, en entrée, je l'ai mis un fade-in, et en sortie, je l'ai mis un fade-out. Okay?
Bon, là, les choses vont commencer à devenir vraiment intéressantes, donc restez avec moi s'il vous plaît. On va s'attaquer à la translation du titre, d'accord? Cette fois-ci, on ne va pas utiliser les fonctions affines pour modéliser cette animation. On va utiliser l'interpolation linéaire. Et l'interpolation linéaire, c'est quoi? On va imaginer 2 points. Le point de départ P0 de l'animation et le point d'arrivée de l'animation P1. Entre ces 2 points, on va avoir un autre point qui est l'équivalent du point rouge ici, qui reflète notre animation. Et ce point rouge va dépendre d'une autre valeur qui s'appelle T, qui est une valeur qui évolue entre 0 et 1, et qui correspond au pourcentage de l'animation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si T est égal à 0, l'animation n'a pas encore commencé. Si T est égal à 1, alors dans ce cas-là, l'animation est terminée. Et le point rouge sera donc au niveau de P1. Ce que je viens de vous décrire, c'est ça, l'interpolation linéaire. Et on peut le modéliser mathématiquement grâce à cette formule. C'est 1 moins T fois P0 plus T fois P1. Donc là, on est super content, parce qu'on n'a pas besoin de faire tout un travail de calcul sur les fonctions affines. J'ai déjà une formule que je peux appliquer telle quelle et qui me donnera le bon résultat. Mais ce n'est pas tout. Compose nous expose une API qui s'appelle LERP, qui est la contraction de Linear Interpolation, et qui va justement appliquer cette formule à notre place. Et si on regarde la signature de LERP, on voit qu'en paramètre d'entrée, on a start, qui est l'équivalent de P0, c'est-à-dire le point de départ de l'animation. On a stop, qui est le point d'arrivée, donc qui est l'équivalent de P1. Et enfin, on a fraction, qui est l'équivalent de T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on trouve ces 3 paramètres, on va pouvoir utiliser l'interpolation linéaire. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc on va se concentrer d'abord sur la valeur T. Rappelez-vous, la valeur T, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que c'était la représentation en pourcentage de l'animation entre 0 et 1. Comment on fait pour trouver T? Ici, on va calculer la distance que doit parcourir le scroll pour arriver jusqu'au seuil dont on parlait tout à l'heure. Cette distance, rappelez-vous, on avait dit que c'était la hauteur du header moins la hauteur de la toolbar. En gros, c'est la distance entre le point de départ de l'animation et le point d'arrivée. Okay, et ensuite, on va simplement diviser le scroll offset par cette distance. Et c'est comme ça que je vais obtenir T. Et on peut vérifier cette formule très rapidement. Lorsque je lance l'application, la toolbar elle est à l'état expanded, je n'ai pas scrollé. Donc scroll.value égale 0. J'obtiens 0 sur collapse range, ça me donne 0. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux que T égale 0 quand l'animation n'a pas commencé. Si mon scroll offset commence à évoluer et atteint collapse range, je vais avoir collapse range sur collapse range, ça va me donner 1, et c'est exactement ce que je veux que T égale 1 à la fin de l'animation. Okay, si l'utilisateur continue de scroller vers le haut, dans ce cas-là, je vais dépasser 1. Et pour éviter ça, je vais utiliser une petite fonction Kotlin qui s'appelle coerceIn, qui va me permettre de borner la valeur de T entre 0 et 1. Okay, donc ça, c'était T. On va passer maintenant aux coordonnées P0 et P1. Donc comment on trouve P0? C'est tout simplement les coordonnées du titre au tout début de l'animation. Donc en X, ça va être 16 dp. On la voit ici, il y a une marge de 16 dp sur le titre New York. Et en Y, on voit que, donc on part du point 0, 0, c'est la hauteur du header, moins un padding, moins la hauteur du titre. Je viens de trouver les coordonnées P0 de mon titre, et maintenant il me faut les coordonnées d'arrivée de mon titre. P1. En X, ça va être 72 dp, ça faites-moi confiance. Encore une fois, c'est les specs Material Design. Okay, et en Y, si je veux simplement centrer mon titre en plein milieu de la toolbar, je vais prendre la hauteur de la toolbar, je vais la diviser par 2, et je vais soustraire la hauteur du titre lui-même, et je vais la diviser par 2. Et c'est comme ça que j'ai un titre qui est parfaitement centré dans ma toolbar. Et donc si on récapitule, j'ai mon paramètre d'entrée qui est start et qui correspond donc à P0, le début de l'animation. On l'a trouvé à l'instant. On a également les coordonnées d'arrivée P1, et on a également trouvé fraction qui est l'équivalent de T. Donc plus rien ne m'empêche d'utiliser la fonction LERP. Et donc d'un point de vue code, à quoi ça va ressembler? On va toujours retrouver notre calcul pour trouver T, qui est l'équivalent de collapse fraction, et je vais tout simplement appeler la fonction LERP sur l'axe X et sur l'axe Y. Regardez l'animation, on voit clairement qu'il y a une évolution sur l'axe X et une évolution sur l'axe Y. Donc je suis obligé de faire LERP sur les deux axes. On va prendre l'exemple de title de X, et vous allez voir à quel point c'est super simple. LERP prend 3 paramètres, position d'entrée, position de fin d'animation et T. En position d'entrée, on avait dit quoi? On avait dit qu'on avait une marge de 16 dp. Donc start est égal à 16 dp. Stop est égal à 72 dp, qui est l'équivalent de title padding n. Et enfin, je renseigne le T à la fin. Et c'est tout ce que j'ai eu à faire. Okay, et bien sûr, après, faut affecter ces valeurs à translation de X et à translation de Y. Okay,
Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qu'on vient de faire là à l'instant, ça s'appelle une courbe de Bézier linéaire, avec 2 points. D'accord ? Dans la suite, on va voir comment faire une courbe de Bézier quadratique cette fois-ci, qui va dépendre de 3 points. D'accord ? Donc la translation va changer ici. Alors comment on fait ça ? C'est la partie un chouïa compliquée. Restez bien concentrés. On a toujours notre point de départ P0 et notre point d'arrivée P2. D'accord ? Ça n'a pas changé. Okay ? On va imaginer un 3e point en plein milieu qui s'appelle P1. Okay ? On va ensuite faire une interpolation linéaire P entre P0 et P1. C'est exactement ce qu'on vient de faire à l'instant. Rien de nouveau pour le moment. On fait une 2e interpolation linéaire P' entre P1 et P2. On va relier P et P', et on va imaginer une interpolation linéaire entre P et P'. Et ça va nous donner ça. Bon, je vous avoue, j'ai dû regarder ce GIF une dizaine de fois avant de comprendre ce qui se passait. Donc je vais le refaire avec vous. Entre P0 et P1, on a une première interpolation. D'accord ? C'est le point violet ici. Entre P1 et P2, il y a une 2e interpolation. C'est le 2e point violet entre P1 et P2. On relie ces 2 interpolations et on fait une dernière interpolation entre P et P'. Et c'est comme ça qu'on obtient notre courbe de Bézier quadratique. Okay ? Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur l'algorithme de Castellio qui nous dit que l'interpolation linéaire de cette courbe, donc finalement ce qu'on recherche, ici elle s'appelle Z, on nous dit que c'est l'interpolation linéaire qui prend comme paramètre d'entrée P, P étant l'interpolation linéaire entre P0 et P1, et en 2e paramètre, donc le paramètre stop, qui est P', qui est l'interpolation linéaire de P1 et P2. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'arrive à calculer P, qui est l'interpolation linéaire entre P0 et P1, et l'interpolation linéaire P' entre P1 et P2, j'obtiens Z, grâce à l'herbe de P, P', OK ? On jette un petit coup d'œil au spec, et qu'est-ce qu'on voit ? On a toujours P0 et P2, ça n'a absolument pas changé. C'est coordonnées de départ, coordonnées d'arrivée, c'est les mêmes coordonnées que tout à l'heure. Okay ? Ici, j'ai imaginé un point P1, c'est moi qui l'ai imaginé. Le design peut vous le donner, là c'est moi qui l'ai imaginé. Je l'ai mis en Y, en plein milieu de mon header, donc c'est pour ça que c'est header divisé par 2. Et ensuite, je lui ai donné un margin start légèrement supérieur à P2. C'est pour ça que je fais title padding n fois 1,25. D'accord ? C'est pour justement avoir cette courbe que je veux rechercher. Comment on calcule ça ? On va se concentrer sur l'axe X dans un premier temps, et je vais calculer l'interpolation linéaire entre P0 et P1. Ça va me donner ma première interpolation. Et ensuite, donc là, je suis en train d'appliquer l'algorithme de Castellio. Là, je vais trouver l'interpolation linéaire entre P1 et P2, et si vous voulez, on peut prendre un petit peu de temps sur le deuxième. Regardez, c'est l'interpolation entre P1 et P2 en X. Donc en start, je lui donne title padding n fois 5 quarts, et en stop, donc le deuxième paramètre, je lui donne 72 dp, qui est l'équivalent de title padding n. Je ne fais que remplacer les paramètres par les coordonnées. Okay ? Et grâce à ces 2 interpolations, je vais trouver l'interpolation de ma courbe. D'accord ? Qui aura comme paramètre start et stop les 2 interpolations qu'on vient tout juste de trouver en fait. Et on affecte ça à translation de x, et c'est terminé. On fait exactement la même chose sur l'axe y. Donc encore une fois, je ne fais que remplacer par les coordonnées. On trouve la première interpolation, la deuxième interpolation, cette fois-ci entre P1 et P2, mais sur l'axe Y, et j'utilise ces 2 interpolations pour construire mon interpolation finale sur l'axe Y. OK ? C'est l'heure de la démo. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, je ne sais pas si vous allez le voir proprement. Ouais, ça lag beaucoup, mais en vrai, ça lag pas du tout comme je disais tout à l'heure. Mais on ne va pas me faire confiance, on va justement voir qu'est-ce que ça donne d'un point de vue performance. Donc ici, je vais ouvrir Layout Inspector tout en bas à droite. Okay ? Et là, sur la gauche, je vais retrouver l'arbre des composables qui sont affichés à l'écran. Et regardez, je retrouve le header, le body et le title. Je n'ai pas la toolbar parce que la toolbar n'est pas affichée à l'écran. Okay ? Je rappelle que quand on fait du compose, le but c'est d'être le plus performant possible. Et pour éviter les pertes de performance, on veut éviter les recompositions. C'est ça qui coûte le plus en compose. Okay ? Layout Inspector va me permettre de voir combien de fois ces composables sont recomposés. D'accord ? Et je l'aurai à peu près à ce niveau-là, cette colonne-là, qui va afficher des counts ou pas.
On va le voir tout de suite. Donc ici, regardez, j'ai mon émulateur qui est juste au-dessus. Je vais jouer l'animation et on remarque quelque chose. J'ai absolument 0 recomposition. Ici, là, sur ce panel, j'ai 0 recomposition. La seule recomposition que j'ai, c'est quand j'affiche la toolbar. D'accord? Donc là, je passe à 9. Je vais la faire disparaître. Je vais redescendre et ça va passer à 10 et ça va disparaître. Je vais remonter, ça va passer à 11, etc. Vous avez compris, ça va recomposer une seule fois si je fais apparaître ou disparaître la toolbar. Et c'est quand même curieux. Comment expliquer que tous ces composables qui dépendent du scroll offset, sachant que le scroll offset ne fait que évoluer, n'induit aucune recomposition sur mes composables. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, compose a 3 phases, et elles sont super importantes à comprendre. La phase composition va déterminer l'arbre des composables qui sont affichés à l'écran. Donc c'est l'équivalent du what. Quels sont les composables qui sont affichés à l'écran? Ensuite, on va voir la phase layout. Layout va s'appuyer sur cet arbre pour positionner les composables à l'écran. Okay? On est en train de les repositionner. Donc, c'est le where. Et enfin, on a drawing lors de la 3e phase, qui est le how, c'est-à-dire comment on va dessiner ces composables à l'écran. Et ce qui est cool avec Compose, c'est qu'il va être capable de sauter complètement une phase si celle-ci n'a pas changé. Donc je vous pose la question, dans l'animation qu'on vient de voir, est-ce que, selon vous, les composables ont changé pendant cette animation? Voilà, je vois beaucoup de noms, exactement. Pour title, body et header, ils n'ont pas changé. La seule exception, c'est la toolbar, où on l'a fait disparaître, apparaître. D'accord? Et c'est pour ça qu'on avait une recomposition à chaque fois, et elle était nécessaire. Pour les 3 autres, ce n'était pas le cas. Moralité, et c'est ça qu'il faut comprendre, on ne devrait jamais avoir à recomposer s'il est juste question de repositionner des composables. Donc ça fait surtout sens quand on est en train de faire des animations. Étant donné que dans cette animation, on ne fait que repositionner les composables, on n'a pas besoin de les recomposer en fait. C'est la phase layout et drawing qui va s'en charger. D'accord? La phase recomposition ne sert plus à rien. D'accord? Parce que ce n'est pas son rôle. La seule chose, c'est que Compose ne va pas le faire automatiquement. Il va falloir lui donner un petit coup de main. Et donc, je vais vous donner 3 tips pour l'aider. Premier tips, toujours préférer les modifiers de type lambda. Donc ici, on a beaucoup utilisé Graphic Layer pour faire notre animation. On a toujours utilisé la version lambda de Graphic Layer. Pourquoi? Parce que Compose va être capable de réexécuter la lambda au lieu de recomposer le composable en entier. D'accord? Pour information, Graphic Layer lambda permettent d'exécuter, donc de processer l'animation sur la phase drawing, donc la dernière des 3 phases. Okay? C'est le cas pour Graphic Layer, c'est aussi le cas pour Offset. Il y a également d'autres modifiers dans ce même cas de figure. Deuxième tips, on va retarder la lecture des states le plus tard possible. Souvenez-vous, on avait dit qu'on a un composable qui va dépendre du scroll offset. Vous êtes d'accord? Cette lecture du scroll offset, dont j'utilise justement pour faire mes calculs, je veux le faire le plus tard possible. Ici, je le fais dans Graphic Layer, dans la lambda, parce que je sais pertinemment que cette lambda, justement, elle sera faite dans une phase tardive. Okay? De la même manière, lorsque vous déclarez un state et que vous le passez à un autre composable en paramètre, ne donnez jamais la valeur du state en paramètre. Donnez toujours la valeur du state encapsulée dans une lambda. Sinon, vous allez avoir des recompositions pour rien. C'est le concept de state hosting. Et enfin, pour l'affichage de la toolbar, souvenez-vous, on a fait l'utilisation de derive state of. Derive state of, alors la règle est la suivante. Si vous dépendez d'un state, ici, on est d'accord, on dépend du scroll offset. Et que ce scroll offset, donc ce state, évolue plus vite que le nombre de fois où vous devez mettre à jour l'UI, dans ce cas-là, utilisez derive state of. Je vais expliquer ce charabia. Vous êtes d'accord que quand l'utilisateur va scroller vers le haut, on va afficher la toolbar à un moment donné, quand on aura atteint le seuil. S'il continue de scroller vers le haut, est-ce que j'ai besoin de recomposer et de réafficher la toolbar? La réponse est non. La toolbar est déjà affichée à l'écran, je n'ai pas besoin de la recomposer. D'accord? Derive state of va vous permettre justement de faire ces gains de performance à ce niveau-là. Je termine cette présentation avec 2 derniers exemples. Donc ici sur la gauche, j'ai utilisé l'objet path qui me permet de joindre des points de coordonnées. Donc je lui donne des points de coordonnées, il va les connecter, il va me dessiner une shape. Okay? Pour avoir l'aspect courbé qu'on voit de la toolbar, j'ai utilisé la fonction quadratique Bézier-tout, qui fait bien sûr référence aux courbes de Bézier quadratique qu'on vient tout juste de voir. Okay? Ici, j'ai utilisé la fonction lerp pour annuler naturellement la courbe de ma toolbar. Et c'était 3 lignes de code. Okay?
On voit également dans cet exemple que la photo de Batman va le translater sur l'axe Y, ok, et elle va également fade out. Bah pareil, pour ces deux animations, j'ai utilisé l'ERP, c'était 3 lignes de code à chaque fois. Dernier exemple, ici je me suis amusé à reproduire la collapsing toolbar de Twitter. Et donc, si on jette un coup d'œil à la photo de profil, on voit qu'elle translate sur l'axe Y, et on voit également qu'elle va scaler jusqu'à atteindre la moitié de sa dimension initiale. Okay, pour ces deux animations, j'ai utilisé l'ERP à chaque fois, pareil, 3 lignes de code et c'était plié. Et enfin, j'ai utilisé également l'ERP. Regardez, quand on scrolle vers le haut, on voit que le header devient de plus en plus flou. Donc pareil, avec l'ERP, j'ai pu effectuer cette animation. C'est tout pour moi. J'espère que cette presse vous a passionné autant que moi. Je vous invite à scanner ce QR code si vous le souhaitez. C'est un article Medium que j'ai publié et qui reprend en détail tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Il y a également un lien qui pointe sur le projet GitHub si vous voulez avoir accès au code source. Merci à vous. Bonjour.